Amis d'Azinat, bonjour et encore bienvenue au relais de poche pour aujourd'hui. Nous allons parler d'un livre d'un ariégeois célèbre, Jean Carol, par un presque ariégeois célèbre, Gilbert Lafaille. Donc bonjour Gilbert Lafaille. Bonjour. Et merci d'être présent au relais de poche pour Azinat. Il ne sera pas question aujourd'hui de votre parcours artistique, que je laisse les auditeurs aller découvrir. Oui. S'ils ne vous connaissent pas, ce qui est vraiment dommage, ou se rappeler pour ceux qui ont de la mémoire, et il y en a certaines là. Vous êtes ici pour raconter l'histoire de Jean Carol. De Jean Carol, oui. Jean Carol, votre grand-père, Oui. qui se nommait de fait Gabriel. Gabriel Lafaille, Lafaille, oui. mais qui a porté tout un tas d'autres noms, puisque c'était l'usage dans la presse à cette époque. Je resitue l'époque, Oui, oui. 1848-1922, Oui. donc c'est sa période faste à Jean Carol, c'était avant-guerre, après-guerre, Ça voilà, a été, c'était autre chose. sa période face, c'était 1890, 1910 par là. Voilà, même 12, il y a encore des choses. Voilà. Ouais. Mais pourquoi il portait, vous le racontez, c'est juste pour, dans le livre, pourquoi il portait tous ces noms? Qu'est-ce que c'était la tradition à cette Mais période-là? non, c'est-à-dire que c'était une époque très faste pour la presse, puisque, par exemple, je fais des recherches, à Paris, il y avait 1600 journaux. Bon. Oh. Il fallait alimenter. Il y avait plein d'écrivains, ça tombait bien aussi. C'est une des périodes les plus fastes de Oui. notre littérature. On en parlera après, les Avec, rencontres qu'a eu votre tous les- grand-père. Tous les écrivains, C'est fabuleux. Les plus grands. Et il fallait alimenter ces journaux. Bon, ils avaient des feuilletonistes. Hmm. Mais ils étaient rivaux aussi. Et donc, les écrivains, il n'y avait pas de droit d'auteur à l'époque, et pas de choses comme ça. Ils étaient payés à À la ligne, feuille. au mot même, à la Ouais. virgule. Il y en avait un qui était terrible, c'était Alexandre Dumas, parce que il essayait de... il mettait beaucoup de dialogues. Ils étaient payés Ça à la- rajoutait Et notamment des échanges très courts. Et avec beaucoup de points d'exclamation. Il était malin. Au point que l'éditeur lui dit, Monsieur Dumas, maintenant ça suffit. Hein. On ne vous paiera que pour les lignes qui vont au moins jusqu'à la moitié de la page. Et puis on ne comptera pas la ponctuation. J'étais un filou. Mais donc, et les écrivains, les journalistes, ils collaboraient à plusieurs journaux. Ils ne pouvaient pas signer du même nom dans des journaux concurrents. Hmm. Lui, il en a eu 7. Et oui, j'ai pas tout retenu. Il a même signé de son vrai nom. Et puis, un de ses copains en avait dit jusqu'à 12. Et Octave Mirbeau, qui a aussi écrit sur la région et qui a été un moment le nègre du député de l'Ariège, lui, il en avait aussi pléthore. Il en avait, je sais pas, une dizaine de pseudonymes. Oui. Et ça se faisait. Il aimait beaucoup la tour de Carole. Donc c'est pour ça qu'il a gardé. C'est pour ça qu'il a pris le nom de Carole. D'accord. C'était, voilà. Vous avez eu le courage de déballer les archives familiales, mais aussi de faire des recherches et de prendre le temps de reconstituer le parcours de votre grand-père. C'est un long labeur que vous avez entrepris compte tenu de sa faculté à beaucoup se déplacer. Ça a dû être aussi une entreprise chargée d'émotions. Surtout après que toutes ces archives aient été laissées en fait dans un coin sans être Oui, trop regardées en fait, je suis par la parti, famille. je suis parti à l'aventure sans savoir ce que j'allais trouver. J'ai tout lu. Ouais, quand même 3 mètres cubes. Ouais. Après, j'ai vérifié, j'ai contrôlé, j'ai été voir sur Internet, sur Gallica, en bibliothèque aussi. J'ai retrouvé des choses. Ma sœur, parallèlement, a fait des recherches en généalogie pour voir jusqu'à quand remontait la famille Lafaille en Ariège. Et puis, oui, ça a pris du temps. À un moment, c'était comme des enquêtes. Oui, Une enquête de tout à fait, détective, on le un sent peu. bien. Ouais. Et puis, peu à peu, s'est dessiné le portrait d'un homme, différent suivant les époques. Il a commencé très jeune,
Et quand il était jeune, il était assez cassant, assez péremptoire, assez bon. C'était un élève brillant. Il avait fait ses études dans le Tarn, au collège, à l'abbaye école de Sorèze. D'accord. Et il était très sûr de lui. Puis, heureusement, les épreuves de la vie l'ont rendu plus courtois, plus rond, plus humain. Bon, et c'est ce parcours. On y reviendra sur son évolution, parce qu'il y a eu une rupture à un moment. Il y a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs, mais il y en a une qui m'a particulièrement marqué. Bon, on y reviendra après. Donc Jacques Carol a côtoyé de près ou de loin les plus grands de cette époque. Vous l'avez déjà dit, un peu Chateaubriand. Non, non. Il n'a pas eu Pas Chateaubriand, non, non. Guy de Maupassant. Alors, Hugo, donc Chateaubriand, je me suis trompé. Oui. Hugo, Balzac, puis, Gautier, Dumas, Vallès, Zola. Oui, et puis il a connu de près Flaubert. Flaubert. Ce soir, nous avons une pièce de Et Flaubert, ce soir qui est jouée. Maupassant, Émile Zola. Mhm. Et puis aussi les comédiens célèbres de l'époque. Parce Alors, qu'il a aussi écrit pour le théâtre. il y avait une rupture entre tous ces auteurs à ce moment-là, et lui, il se classait plutôt du côté des humanistes, large d'esprit, actif pour l'égalité humaine, et plutôt contre la guerre, parce qu'il y avait des belligérants aussi. Voilà, il y avait quand même, c'était de rude débat à cette période. Ou alors, est-ce qu'ils s'affrontaient parce qu'ils étaient convaincus de ça, ou alors c'était pour alimenter aussi leur feuilleton? Les hommes de cette époque, parce que bon, il faut se garder de juger une époque avec les critères de la nôtre. Il faut bien comprendre. D'abord, ils étaient tous patriotes. Ok. Ils avaient tous aussi la haine du Boche. Ouais. Et on était à la veille de la Première Guerre mondiale. Surtout après 1870 et la façon dont ça s'est passé. Napoléon III qui déclare la guerre à l'empereur de Prusse. Et puis un mois plus tard, c'est plié, la France est envahie, l'armée française n'a même pas combattu, l'empereur est emprisonné, destitué, et les Prussiens assiègent Paris, et les Parisiens se mettent à manger les animaux des zoos, de l'éléphant, du zèbre et de la girafe, et puis ça débouche directement sur la Commune de Paris. Et donc c'était une idée lumineuse de Napoléon III, ça. Et une ville comme Rouen s'est livrée à l'ennemi sans combattre. Ils ont vu arriver les Prussiens. Ils ont couché. Bon. Ils étaient patriotes, ils étaient tous chrétiens, ou du moins affichés chrétiens, quoi, et même plutôt catholiques. Les protestants étaient encore assez mal vus. Et puis, français, oui, ils se sentaient français. Après, il y avait des nuances. Mon grand-père, oui, c'était humaniste, pacifiste, évidemment. Mais il a quand même vu de près comment se passait la colonisation. C'est son voyage alors ça, je vais sauter une à Madagascar, question. Oui. Voilà, et on reviendra en arrière. Son voyage à Madagascar, justement, mais je le dis ça aux téléspectateurs, imaginez-vous qu'à l'époque, aller à Madagascar, ça ne se faisait pas, on n'allait pas à Blagnac, on ne prenait pas un avion, c'était un temps long, une organisation lourde et fastidieuse, et c'est à Madagascar qu'il a élargi sa vision humaniste. Enfin, je l'ai ressenti comme ça dans votre devant Il n'est pas ressorti indemne de ce périple-là, et ça a certainement joué aussi sur ses futurs écrits. Et d'ailleurs, après, il a eu une période où il est revenu pour écrire ce qui se passait en Ariège. Alors, tout ça, ça a l'air de se construire justement à travers ce voyage. Oui, il avait voyagé, mais c'est vrai que moi-même, 100 ans plus tard, quand j'ai découvert le tiers-monde, ah ouais, découvrir la misère, découvrir le tiers-monde, découvrir d'autres pratiques, d'autres habitudes, oui, ça vous change forcément. Et là, en plus, il était le secrétaire particulier du résident général de France à Madagascar. Qui est à peu près le préfet, ça correspond. Oui, c'est ça. Ou gouverneur, on dit dans le monde anglo-saxon. C'est le représentant de l'État. De l'État. Et
Bah, il était patriote et il voit l'armée française commettre des exactions, commettre des meurtres, des assassinats, des vols. Tout ça le bouleverse profondément. Il est intervenu d'ailleurs. Non, il n'est pas intervenu, il ne pouvait pas, il était fonctionnaire, voilà. Mais il a écrit tout ça. Mmh. Et quand il a eu fini son mandat, il a sorti un livre qui a fait beaucoup de bruit, à cette période-là. parce que c'est jamais agréable de voir ses compatriotes se livrer à des choses que l'on réprouve. Mmh. Et pas simplement des vols et des assassinats, mais des appropriations de biens, de maisons, des profanations de sépultures, des attitudes vraiment condamnables vis-à-vis des femmes. Ça le révolte. Oui, vous l'avez bien traduit. Ça révolterait n'importe qui. Sauf que, bon, il y a certains Français, certains compatriotes, il décrit, dans son livre sur Madagascar, il décrit les ravages de l'alcoolisme chez les fonctionnaires français et dans l'armée, et qui après se mettent à faire des exactions. Bon, ça non, ça le... Ça le révulse. Bah oui, parce que à l'époque, il y a peu de gens qui condamnent vraiment la colonisation. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il s'était mis dans ce camp-là, et c'était courageux quand même à cette période. La plupart, ils trouvent que c'est bien, on va apporter à ces peuples indigènes la civilisation. La civilisation, le moteur électrique, l'électricité, connaissances scientifiques. Oui, sauf que derrière, il y a le prêtre aussi qui se cache et qui vient apporter la bonne et seule vraie religion. Et puis que derrière arrivent encore les industriels qui se viennent pour les métaux précieux, pour le gaz, pour le pétrole, pour le bois exotique. Et que cette entreprise de colonisation, elle n'est pas si désintéressée que ça. En même temps, on ne peut pas... si ça n'avait pas été les Français, ça aurait été les Anglais. C'était la pratique de cette Ils se livraient une guerre. Ou les Espagnols ou les Portugais. L'Angleterre était le premier empire colonial du monde. La France était le deuxième. Et donc, ils se tiraient la bourre et il y avait une rivalité. Et puis, c'était dans l'air du temps. C'était la période, c'est ça. On va sortir de tout ça, on va revenir à des choses plus légères. Il a été l'auteur de 16 nouvelles, si je me suis à peu près. Oui, il y a 16 nouvelles. Il y en a 4 dans le livre, là. Dans le livre, et c'est un bonheur de pouvoir retrouver ces nouvelles-là, qu'on ne trouve pas facilement sinon. Ah ben on ne les trouvait pas du tout. Voilà. Et merci de les avoir déterrés. Et elles se passent en Ariège. Ouais. Au milieu du 19e siècle. Et surtout, alors elle n'y est pas là-dedans, vous en parlez très très bien, il est question d'une pièce de théâtre qui a fait beaucoup couler d'encre à cette période et que vous intitulez Un concours théâtral en 1875, comme chapitre dans votre livre. Et j'ai trouvé ça super, votre manière de raconter tout ce rebondissement qu'il y a eu. Il m'a fallu des mois d'études. Je suppose que vous ne l'avez pas inventé. C'était un concours qui avait été organisé par le journal américain, le New York Herald Tribune, et un impresario franco-grec un peu cavalier, on va dire. L'idée, c'était de commémorer le centenaire de l'indépendance des États-Unis et d'organiser un grand concours richement doté, où il y aurait la pièce gagnante serait éditée, elle serait représentée à Paris, et après, il y aurait 2000 francs or. Oui, c'était bien le motif. Et ensuite, une tournée aux États-Unis. Et le jury, présidé par Victor Hugo. Ils font du battage, tous les journaux en parlent, et selon les sources, selon les journaux, ils reçoivent 100, 150 ou 200 pièces. Et puis, ils mettent 1 an à dépouiller tout ça, et Victor Hugo tranche et dit, il n'y aura pas de premier prix, il y aura 2 deuxièmes prix ex aequo.
Gabriel Lafaille, il s'appelle encore Gabriel Lafaille, et Villiers de l'Isle-Adam, qui à l'époque était déjà un écrivain célèbre, publié, ami de Baudelaire, et les deux pièces arrivent ex aequo. Et les pièces sont éditées et jouées. Celle de Villiers-l'Isle-Adam, on la connaîtra qu'au déboires parce que il avait prévu une distribution pléthorique comme on faisait à l'époque. Carrément, en troisième acte, il y a l'armée américaine qui rentre en scène, quoi. Et ça s'est mal passé parce que les comédiens se sont mis en grève parce qu'ils ont exigé d'être payés. Ah, c'est fâcheux. Bah oui, c'est fâcheux. Et puis c'était trop long, puis c'était mal construit. Celle de mon grand-père, qui s'appelle Le Patriote, elle a eu plus de chance, elle a été jouée à la Gaîté Lyrique, et puis après elle a été reprise en 85, et alors elle a été éditée, mais l'histoire de la tournée aux États-Unis, j'ai fait toutes les recherches, je suis allé jusqu'à la librairie des congrès à Washington, où on peut trouver, sur le site, hein, où on peut trouver toutes les pièces qui ont été jouées aux États-Unis à cette époque. Et il y a des pièces françaises, mais il n'y a pas celle-là. Elle n'apparaît pas. Donc je pense que c'est l'impresario qui a fait miroiter une tournée aux États-Unis. Et puis mon grand-père, il conservait tous les photos, les articles. Il avait l'air ordonné, oui. Et alors, il y aurait eu au moins les noms des comédiens américains, des photos. Mais des articles de presse. Rien du tout. Donc je crois que c'est l'impresario qui a fait un peu de mousse. Oui, qui a promis monts et merveilles, voilà. On connaît les impresarios. Il y en a des... Il y en a des bons, quand même. Oui, je crois que vous allez dire il y en a des honnêtes. Il y en a des bons, oui. Il y en a des bons. Après, on en parlera hors micro. Voilà. Bon, je ne saurais trop vous conseiller ce livre de Gilbert Lafaille, édité par une maison d'édition installée à Tarascon, justement, où vous avez la famille qui réside dans un tombeau. Voilà, c'est ça. Les éditions Vox Libra, livre sur son grand-père Gabriel Lafaille, dit Jean Carol, dont c'est le titre du livre d'ailleurs. C'est une mine d'informations et c'est surtout l'occasion de découvrir cet homme, Jean Carol, cet Ariégeois concernant son parcours, mais aussi une partie de ses écrits. Pour tous les curieux, merci Monsieur Lafaille pour votre travail, que je trouve formidable, et merci d'avoir ressuscité ces nouvelles, que sinon je n'aurais jamais pu les lire. Et non, mais maintenant d'ailleurs, quand on fait une recherche internet, le nom arrive assez vite, alors qu'il y a 5-6 ans, il n'y avait rien. Donc, merci aussi aux éditions Vox Keba. Ami d'Azinat, je ne saurais trop vous conseiller de vous informer sur Jean Carol en lisant ce livre, un ariégeois célèbre.